va passer maintenant au second sujet, c'est sur l'Italie. Dans une vidéo diffusée le 14 septembre dans l'entourage de Matteo Salvini, on voit ce dernier prendre la parole à une réunion des ministres de l'Intérieur et dénoncer l'idée apparemment formulée par le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, selon lequel l'Europe vieillissante a besoin d'immigrés. En Italie, c'est Matteo Salvini qui le dit, nous ressentons l'exigence d'aider nos enfants à faire d'autres enfants et pas à avoir de nouveaux esclaves pour remplacer les enfants que nous ne faisons plus, explique donc l'homme fort du gouvernement italien, après quoi s'ensuit un vif échange entre Matteo Salvini et Jean Asselborn. La polémique a ensuite duré tout le week-end. Et au niveau de la Commission africaine, la Commission de l'Union africaine, elle s'est dite effarée par ces propos du ministre italien de l'Intérieur sur l'importation d'esclaves africains et exigeait que les politiciens d'extrême droite retirent ces déclarations désobligeantes. Horus, ces propos-là, c'est vrai que ça choque, mais ça traduit un peu ce qu'ils ont dans la tête au niveau de l'Europe. Peut-être Matteo Salvini dit un peu ce que les autres pensent tout bas. Alors, Matteo Salvini... c'est l'extrême droite. Oui, c'est l'extrême droite, oui, exactement. Brandit haut le masque que l'on brandit pour dissimuler les réels soucis européens. L'Europe est vieillissante. Oui. On ne veut pas en parler. L'Europe est vieillissante. Cela implique qu'elle a des problèmes pour continuer le modèle économique dans lequel elle est. Et ceux qui arrivent à un temps soit peu, disons, ceux qui pourraient constituer une alternative de solution, ce sont justement ces migrants qui vont venir travailler, qui vont payer les cotisations, qui vont payer les impôts, qui vont renflouer la population, qui vont créer de la richesse. Or, le problème avec l'Europe, c'est quoi? C'est que, dès le départ, elle reste dans un carcan où, grosso modo, elle est judéo-chrétienne, on retrouve un peu les travers du Troisième Reich. En réalité, elle a peur que le migrant qui arrive exporte avec lui la force de sa culture. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans des débats critiques en France, dans plusieurs pays. Parce que le problème qui se pose, c'est que moi, par exemple, quand je rencontre des gens qui me posent cette question, je leur dis: qu'est-ce que vous appelez la France? Qu'est-ce que vous appelez le français? Qu'est-ce que vous appelez l'Italie? Qu'est-ce que vous appelez l'Allemagne? Du moment où vous avez pris la décision sur vous d'aller à la conquête de pays libres, vous avez pris sur vous de les phagocyter, vous avez pris sur vous de vous accaparer d'un certain nombre de richesses, de mixer, à corps défendant, de mixer vos populations, vous êtes obligé de vous rendre compte que non, que le noyau, le supposé noyau brut, le noyau non contaminé que vous pensez que vous avez n'existe plus. Du jour où Matteo Salvini va prendre sa tasse de café, va traverser un feu rouge, va écouter du blues, va écouter du rock, peut-être sur lequel il a dansé, il est déjà dans la pleine africanité. Donc le problème au niveau des peuples occidentaux, c'est que ce sont des peuples que l'on effraie en leur disant: le migrant arrive avec sa culture, avec sa couleur, et bientôt vous n'existerez plus. En oubliant que vous avez besoin de la richesse de ce migrant-là. Et c'est une très vieille question. Même à l'époque de la colonisation, il y avait... c'est une des raisons pour lesquelles, c'est une anecdote, mais on mettait le citoyen français, le sujet français, tout simplement parce que vous êtes trop nombreux. Le problème avec ces migrants, ces gens qui arrivent de partout, ils sont trop nombreux. Ils amènent certes de la richesse, mais ils amènent un capital, culture, tout ça. Ils sont trop nombreux. Et l'Europe a peur de ce métissage-là. On brandit le populisme en disant aux gens: mais faites attention, c'est lui qui vous vole le travail, tout ça. Alors que ce qui est ridicule dans l'histoire, c'est que je n'ai pas l'impression que l'Italie prenne plus de réfugiés que le Liban, que la Jordanie ou que la Turquie, qui sont à des millions de réfugiés. Alors, Pasteur Rideau, le Premier ministre italien dit, le ministre de l'Intérieur, dit, nouveaux esclaves. Oui, nouveaux esclaves. Je suppose qu'il y a des anciens. Ceux qui arrivent sont considérés, parce qu'il y a eu la période de l'esclavage aussi, où l'Europe est venue acheter
Oui, mais je voudrais avant d'intervenir sur les propos de Matteo Salvini, je voudrais voir un peu la réaction de l'Union africaine. Mais quand l'Afrique, elle a toujours pour subir, on ne peut qu'avoir des réactions. On est là pour subir. Ben si aujourd'hui les migrants, tous ces migrants-là qui quittent l'Afrique vers l'Eldorado européen, occidental, mais qui court tout ça? Mais vous pouvez imaginer quand le fils du président, du président qui a dans son, je sais pas, dans sa poche 16 millions de dollars. 16 millions de dollars, 9 milliards de francs CFA. Ça donne le tour. Vous voyez cela, comment est-ce qu'on peut admettre ça? Juste parce qu'il est le président, il est le fils d'un chef d'État. Alors qu'il y a des pauvres, en Guinée équatoriale. Alors, on peut avoir des migrants et des esclaves. Mais nous-mêmes en Afrique, nos chefs d'État même nous traitent même leur peuple comme des esclaves. Samuel, on nous traite comme des esclaves en Afrique. Alors si les gens nous appellent de nouveaux esclaves, quelle réaction? Quelle réaction? C'est une réaction de honte. Une réaction de honte. Et ce qu'Aurice a dit tout à l'heure, c'est vrai quand même que aujourd'hui l'Europe, elle est vieillissante. Il y a les migrants qui arrivent, parce qu'on risque demain d'avoir une Europe totalement mixte, métissée, avec des migrants, avec leur culture, avec la force de travailler. C'est vrai. Et ça, pour la mondialisation, c'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas mauvais. Personne n'a refusé. Parce que moi, je rappelle, je suis habillé en France. Non, vous savez, faut faire attention. Vous savez faire cette émission en Kenya que je serais plus clair, là. Le président français Jacques Chirac a dit après le pouvoir, a dit que l'argent qui se trouve dans le porte-monnaie de Français vient de l'Afrique. Parce qu'il dit que c'est une réalité. On veut nos richesses, mais on ne veut pas. C'est ce que Ruiz a dit tout à l'heure. On veut nos richesses, on veut ça. Il continue. On parlait de Guinée tout à l'heure. La Guinée est riche, immensement riche. Et les intérêts sont immenses. Et il y a toutes les puissances occidentales qui vivent, qui prennent leur intérêt au Congo comme à Guinée, un peu partout. Bon, donc c'est dire qu'aujourd'hui, on peut condamner les propos du ministre de l'Intérieur de l'Italie, parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la mondialisation et le fait qu'aujourd'hui c'est facile quand même qu'on puisse traverser les autres frontières, mais je crois qu'il faut que nous-mêmes en Afrique, nous puissions... L'Africain est dans une prison à ciel ouvert. Oui, mais l'Africain est le seul sur la planète qui ne peut se permettre à un âge jeune de voyager, d'aller en Asie, tout ça. C'est sur lui qu'il y a une communication des plus agressives et des plus violentes. L'Africain peut être aisé. Par exemple, c'est vrai que pour le cas de le fils d'Obiang Nguema, c'est hyper scandaleux. Mais il y a aussi cette image de l'Africain qui, lui, par exemple, toi, ne pourrait éventuellement pas aller en vacances en Bolivie, au Brésil ou en Hongrie ou en Bulgarie, parce que c'est une prison à ciel ouvert. Maintenant, quand Matteo Salvini dit prend le terme esclave, il ne dit pas pour un public africain, il le dit pour un public européen, italien, qui doit avoir dans l'esprit que le noir qui vient est un esclave. Alors que le problème réel en ce qui me concerne, pour ce que je pense de l'Afrique, c'est que l'Africain n'assume pas de la mondialisation. Elle a été pensée, certes, conçue, certes, mais dans l'idée maîtresse qu'elle pourrait phagocyter les autres cultures et se les approprier. Bon, malheureusement, on a le nombre, on a la force de la culture, on a des richesses qui nous restent encore à découvrir, et on s'aperçoit que sur toute la planète, l'Africain arrive à s'imposer culturellement. Ouais. Mais donc, vous êtes choqué d'entendre ça? Oui, il faut comprendre que l'Italie est toujours réfractaire aux migrants depuis plusieurs années. Mais ce sont les mêmes migrants qui sont dans leurs vignobles, qui sont dans leurs différents champs, dans leurs industries de base. Et même l'usine Fiat a été construite avec des manœuvres africains. Et il y a beaucoup de choses qui se font en Italie. Et pour cacher un peu ce problème, ils ont nommé l'Italie, un gouvernement a nommé une dame pour représenter la diaspora africaine dans le gouvernement, mais ça n'a pas marché. L'extrême droite en Europe
prend de l'ampleur en ce sens que elle pose le problème de l'immigration et dit à leurs compatriotes que tous ceux qui viennent d'ailleurs et d'Afrique ne sont pas bons. Donc, le mot esclave qu'il a utilisé à bon escient. C'est pour faire ouvrir. Pour braquer les compatriotes. Pour braquer les compatriotes contre les migrants africains. En dehors de ça, vous devez comprendre aussi que si les Africains se permettent d'aller en Europe, d'habitude, quand on va en Europe, c'est par avion, par bateau, et non par barque. Et la médiatisation de ce phénomène sur les 5 dernières années dépasse les limites. On place toujours l'Africain comme un animal. Et les décès en mer, d'après les évaluations, dépassent au moins les 2000 ou bien les 5000. Ces 3 dernières années. Tout ça est dû à quoi? Si dans nos pays, ce qui devait être fait est fait, il n'y aura pas de départ volontaire. C'est ça le problème. Oui, bien sûr. Donc, si l'Union africaine fait un tel communiqué, elle-même, son siège à Addis Abeba a été construit par les Chinois. Pourtant, il y a des milliards la Chine elle-même a été colonisée par le Japon. Et c'est après le 1er octobre 1949, quand Mao a proclamé l'indépendance, qu'il y a eu ce départ de développement. Et en 1970, la même Chine a fait la guerre avec le Vietnam. Aujourd'hui, on reconnaît que la Chine a fait des bonds de 50 mètres à la seconde. Mais cela ne veut pas dire que la Chine doit être au-dessus de nous, pays africains. Quand j'ai appris que la Chine a pris l'aéroport de Zambie, parce que la Zambie lui doit, elle a pris un port quelque part à l'Asie du Sud, au Sri Lanka, tout ça, c'est quoi? Mais c'est nos dirigeants qui sont alignés comme des tapis rouges devant les gens. Bien sûr, Samuel. Est-ce qu'on peut dire que la Chine doit nous coloniser aujourd'hui en Afrique, alors que nous voulons l'évolution? Je suis d'accord. Et le peuple ne peut pas. Nous sommes, par exemple, au Togo, nous sommes 7 millions d'habitants. Les 7 millions ne peuvent pas donner leur point de vue. C'est pourquoi il y a un gouvernement qui nous représente. Et c'est ça. Donc, nos dirigeants doivent faire ce qui va dans nos intérêts. Ce que le Togo a fait en Chine la dernière fois, après le sommet, on a fait des forums, tout ça. Et les retombées qui doivent revenir au Togo, la construction de chemins de fer, le bassin cassé, etc. Il y a certaines choses qui doivent être palliées. Ça, c'est bien, ça va dans le développement du pays. C'est vrai. Et nous-mêmes, pourquoi ne pourrons-nous pas demander le transfert de technologie? Pour certains bâtisses qu'ils font dans ce pays, il n'y a pas de transfert. C'est la nuit qu'ils viennent faire des trucs et le lendemain, les Togolais viennent constater. Alors qu'il fallait le transfert de technologie. Par exemple, dans les pays de l'Asie du Sud-Ouest ou bien au Moyen-Orient, quand ici les contrats, il y a des gens que vous devez former et vous devez produire ça chez nous. D'où transfert de technologie et formation pour X temps. Pourquoi nous qui détenons les minéraux? La France, par exemple, vit à cause de l'Afrique. Et quand Jules Ferry disait à l'époque que l'Afrique est le prolongement direct de la France, jusqu'à ce jour, ça se vérifie. Nous devons, l'Union africaine, c'est un bloc de 52 ou bien de 53 pays. Pourquoi ne devait-elle pas prendre des décisions salutaires pour l'Afrique? De toute façon, ces propos font suite aussi à d'autres propos. On nous avait traité de pays de merde. L'Union européenne, l'Union africaine. L'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Dans l'histoire. Donc, des propos comme ça, en principe, doivent nous révolter, mais positivement. Est-ce que cela aussi ça dessine en main à cause d'un terroriste répondra aussi à cette question, à cause du comportement que vont afficher aussi les Africains? C'est eux qui sont les prostituées, qui sont dans la drogue, qui sont dans tout ce que vous avez de plus vil aussi. Pour moi, ce sont des stéréotypes. C'est d'ailleurs, je trouve que une des plus grandes vérités justement de Che Kanda, ça a été de dire que le combat qui est mené contre les Africains est très violent, contre l'Afrique est très très violent. Et effectivement, c'est très très violent parce que on continue à véhiculer l'image de la pauvreté
africaine à ceux de la diaspora et on continue à nous véhiculer l'image de bandits, de délinquants à nous, de ceux qui sont à l'extérieur. Alors que dans ces mêmes Africains de l'extérieur, nous avons des docteurs, nous avons un Malien, je pense, qui est le premier étranger à être à la NASA. Au Japon, qui est le premier recteur d'université. Fait passer l'élément. On met l'élément à la régie. On met l'élément à la régie et ça passe. On oublie aussi de dire que pour un journal, il y a un conducteur. Il y a le conducteur. Pour voir. Voilà, beaucoup sont à l'extérieur, sont exploités et on a des potentialités qu'on ne peut pas ramener vers nos pays, tout simplement parce que justement, dans nos systèmes de gouvernance, on est vicié. Si par exemple, il a donné que les États disent OK, je veux faire ça, et on se coupe du FMI de la Banque mondiale, il n'y aura pas les salaires des fonctionnaires. Donc en fait, il faut restructurer. Maintenant, comment dirais-je, il faut, se méfier beaucoup de ce qui nous est vendu. Il faut, je pense, faire un gros travail entre nous et au sein de nous-mêmes. Parce que même quand il s'agit des informations, je donne un exemple pour les médias, si je veux avoir une information du Bénin, il faut encore que je passe par RFI ou que je passe par France 24. Et eux, ils me donnent l'image qu'ils veulent de ce pays. Le continent africain, je vais donner un exemple. Prenons le Brésil, prenons le Togo. On n'a pas de favela. On a de la pauvreté. On sait comment les résoudre. Si on met en place les institutions, les intellectuels, les gens à la place qu'il faut. Et par exemple, nous, si on n'a pas la richesse du Brésil, on n'a pas les favelas, on n'a pas les pauvretés de mon pays. Les pauvres de l'indigence, ce ne sont pas les pauvres de mon pays. Donc à un moment, il faut qu'on sorte comment ça s'appelle, du système un peu dans lequel on a mis, et qui permet aux autres de nous juger, de dire c'est eux les pauvres, c'est eux les étudiants, c'est eux. Je vais donner un paradoxe. Alors, rapidement, nous par exemple, quand on prend les Africains, la plupart des Africains ont la terre. Que ce soit les personnes elles-mêmes ou leurs parents ou leurs grands-parents, ils ont la terre. Il n'y a pas de raison à ce qu'on ait la terre et qu'on soit pauvre, qu'on meure de faim. Il n'y a pas de raison. Et maintenant, la terre ne tombe pas. Voilà, et on a pour modèle des gens qui ont des problèmes d'accès à la terre, qui sont sous-peuplés, qui en réalité ont des problèmes de ressources et qui qui ont évolué par un système d'expansion et de prédation. L'Europe a évolué par ce système-là. L'expansion et la prédation. Je n'ai pas chez moi, il faut que je puisse aller trouver chez l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu les grands explorateurs. Oui, non, en fait, je parie que c'est vrai que l'Occident a toujours tendance à présenter une image viciée de l'Afrique sur les médias. Vous savez, quand vous prenez chaque jour, vous prenez les médias, c'est rare qu'on vous présente ce qui est fait, ce qui est quantifié, enfin, ce qu'on peut quantifier, ce qui est normal. Vous savez, tout ce qu'on dit, c'est des guerres, il y a des manifestations, pas sur RFI, sur France 24. Et nous-mêmes, nous sommes c'est ce que nous voulons. Parce qu'on veut suivre, par exemple, l'information du pays, du Togo, par exemple, sur RFI. Donc souvent, c'est ce qui catalogue, par exemple, ceux qui sont au pouvoir. Donc, on veut voir des choses comme ça. Et c'est ça. Déjà, quand nos dirigeants préfèrent s'adresser à ces médias. Que les médias nationaux. Bon, donc, je dis que. Déjà, il faut laisser faire le travail. Je dis que il faut donner le moyen aux médias sur le terrain pour faire le travail. Et donc, c'est vrai quand même que quand on parle des migrants africains qui sont en Occident, on a une image, une mauvaise image, comme l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de valeurs, des valeurs sûres. Aujourd'hui, qui font la fierté de ces pays. Mais qu'on ne peut plus rapatrier aujourd'hui parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Je rappelle qu'il y a eu en France, le sujet me venait en tête, on se rappelle de Calais, les médias parlaient de la jungle de Calais. Comme si ceux qui étaient là, c'était des animaux, en fait. Non, mais c'est... Calais, oui. Oui, bien sûr. Qui était en transit. En transit. C'est ça. Oui. La plupart étaient noirs aussi. Oui, bien sûr. La plupart étaient noirs. Mais en transit. Puis ils étaient en transit. Avec l'arrivée du ministre Colomb au ministère de l'Intérieur en France, ils ont formé pour balayer tout ça.
Mais de parler des êtres humains comme de la jungle. Oui, mais On connaît la jungle. Samuel, jusque-là, C'est-à-dire, le truc qu'il y a, c'est que... qu'est-ce que nous faisons pour pallier à cela? On ne fait rien. La vérité, Non, mais c'est ça. Je vais donner un exemple. S'il était permis aux Africains d'avoir des facilités pour le visa, d'avoir des facilités pour le billet. On a des billets de Lomé Abidjan qui coûtent plus cher que Lomé Paris, oui. Et qu'il y avait une ouverture de frontières. Oui, bien sûr. Il y avait la possibilité pour la jeunesse africaine d'aller à l'extérieur, comme l'extérieur a la chance de venir chez nous. Je ne vois pas, moi, nos frères africains se torturer, passer l'hiver, tout ça. Non, ils iront travailler. Quand ils finissent leur travail, ils rentrent au pays. Et le problème qu'il y a, c'est que, voilà la réalité, c'est que ce n'est pas l'Africain qui a mis les monnaies en place, ce n'est pas l'Africain qui a mis le système de parité entre les monnaies, ce n'est pas l'Africain qui a mis le visa, ce n'est pas l'Africain qui a l'aéronautique, l'avion, mais c'est lui qui subit tout ça. Parce qu'en réalité, si tout cela, s'il y a une parité, je ne sais pas, entre, mettons qu'on était tous sur euro, ou bien s'il y a une parité entre franc CFA et puis euro, ou une monnaie africaine et euro, mais l'Africain, il va, à la rigueur, il fait son travail, il rentre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans son pays, il va acheter son terrain, il fait sa maison. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire dans un pays où il va avoir du front, il va subir le racisme, tout ça? Jusque-là, on ne peut que subir de mais quand il arrive de la part. En 2016, on a discuté avec deux blancs qui sont venus à Lomé, on a discuté avec Sarakawa, un Belge et un Danois. Ils nous ont dit ce que la France fait avec ses colonies, ils ont vu. Mais ce qu'ils reconnaissent, c'est que l'Afrique sera toujours dépendante de l'Europe. Or, c'est notre résistance qui facilite leur vie là-bas. Et quand il a résumé ça comme ça, on a compris, on a vu. Beaucoup de documents. Quand nous allons revenir sur Oui. il a dirigé après Oui, mais sans plus que les colons, c'est nous-mêmes qui avons choisi d'être pire. Parce que oui, c'est un choix. C'est un choix et une vision. Il a dit tout à l'heure, c'est une vision. Les dirigeants, quand les gens viennent, dès que quelqu'un est élu pour la première fois, c'est de tenter à sauter le verrou constitutionnel qui limite les mandats. C'est tout. C'est tout. Rester au pouvoir et faire tout pour que l'opposition, avec ceux qui s'opposent à lui, puisse être anéantie. Et c'est ça. On n'a pas une vision. C'est surtout que ceux qui avaient une vision ont été éliminés. Même si c'est un quinquennat, on ne voit pas. En place, on a des programmes de ceci, mais tout ça, ça ne dit absolument rien. Quinquennat, de limitation, tout ça, ce n'est pas notre modèle aussi. Oui, ce n'est pas notre modèle. Tant que nous avons accepté la démocratie, tant que nous avons accepté la démocratie, tant que nous avons accepté la démocratie, l'état de droit. C'est là justement, il faut faire attention, parce que quand on dit démocratie, c'est aussi un fourre-tout. Et le défi que l'Africain n'a pas encore fait, n'a pas vu choisir son modèle, son modèle de gouvernement. Parce que l'Iran est plus démocratique que l'Arabie Saoudite, mais son système de fonctionnement n'est pas celui de l'Allemagne, qui n'est pas celui de la France, qui n'est pas celui des États-Unis, qui n'est pas celui de l'Angleterre, qui est une reine. Mais tout cela... Mais nous voulons nous calquer sur la France, nous voulons nous calquer sur la France et sur la Grande-Bretagne. Quel est le modèle qui nous convient à nous? Et la base a été faussée dès les indépendances parce que le peu d'intellectuels qui concevaient cela et qui voulaient élaborer quelque chose de la culture a été éliminé par des gens beaucoup plus malléables. Je donne par exemple, on peut revenir par exemple sur le cas de la Guinée. Quand Sékou dit non à De Gaulle en 58 et qu'à un moment il y a toute une panoplie d'intellectuels qui dit ok, mais il faut que nous allions en Guinée parce que la première des choses que De Gaulle fait, c'est arracher jusqu'au fil. Oui, ils ont tout arraché. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour laisser la Guinée dans l'état. On lui a mis l'opération Persil. Une opération Persil où on va vicier la monnaie guinéenne, couler l'économie guinéenne sans compter le nombre de personnes qui veulent atteindre. Asphyxier, tout est asphyxié. Et s'en va faire handicapé. Donc le problème avec les États africains, c'est que c'est une vache grasse dont tout le monde veut. Personne ne la laissera parce que, comme l'aîné l'a dit, on la veut, mais on ne veut pas l'entretenir. Il n'y a pas d'entretien. Et sans il n'y a pas d'entretien non plus atomique. La France
c'est pas une Alors, puissance. finalement, quand on écoute tout ça, on a l'impression qu'on est condamné à subir, c'est ça? Oui, mais nous sommes condamnés à subir. Tant que Et nous n'allons pas nous surtout, réveiller. dans les pays francophones, vous devez remarquer que les années d'après l'indépendance, de 1960 à 85, il y a eu des coups d'État. Parce que ce sont les jeunes officiers qui étaient formés dans leurs écoles. De l'armée Ils disent française. ainsi, et que les gouvernants qui ne veulent plus accepter les dictats de la France, c'est ces officiers-là qu'ils utilisaient pour faire les coups d'État. Et depuis le 8 novembre 89, qui a entraîné la chute du mur de Berlin, et que le 5 octobre, par exemple, est venu au Togo, et après la chute du mur de Berlin, le premier qui a connu la mésaventure de l'état de droit, c'est Hissène Habré, qui a été évincé par Idriss Déby, qui a marché sur N'Djamena. Le deuxième, c'est le général Moussa Traoré du Mali. Alors qu'au Togo, on a réformé et tout de suite le parti État, où on a restauré le multipartisme, et ça a commencé jusqu'à la conférence nationale du août 1991, qui a entraîné la mort de la 3e République et la venue de la 4e République que nous vivons actuellement. D'accord, le sujet est intéressant. Le temps, lui, il est parti. On va marquer la pause et puis on revient après parler de la RDC.